Dans Lucie, à 2 heures du matin, un homme dans une chemise froissée s'agenouillait à côté d'une femme qui dirigeait un empire d'1 milliard de dollars, ses doigts cailloux enveloppés autour de sa main pâle, immobile. Les machines bipaient, les lumières fluorescentes bourdonnaient, et Derek Callahan, un père célibataire qui avait passé 3 ans comme son assistant invisible, a finalement dit les mots qu'il avait enfouis pendant 1000 jours silencieux. « S'il te plaît, ne meurs pas », il murmura, sa voix se brisant dans l'air stérile. « Tu es celle que j'ai aimée depuis le début. » Il ne savait pas qu'elle pouvait l'entendre, chaque seul mot. Adrienne Shaw, la PDG qui ne laissait jamais personne s'approcher, était piégée à l'intérieur de son propre corps, écoutant la seule confession d'amour qu'elle avait jamais reçue, qui signifiait quelque chose. Que se passe-t-il quand les murs que nous construisons deviennent la prison dont nous ne pouvons pas nous échapper? Le réveil affichait 4h53 quand Derek Callahan ouvrit les yeux, 7 minutes avant qu'il ne devait sonner. Il s'était entraîné à se réveiller tôt, à voler ses moments calmes avant que le monde ne lui demande tout. Le petit appartement était encore sombre, la seule lumière venant du lampadaire extérieur qui peignait des rayures ambrées à travers le plafond. Il resta là pendant exactement 30 secondes, comptant ses respirations, avant de balancer ses jambes par-dessus le bord du lit. Les planches du parquet grinçaient sous ses pieds, tandis qu'il avançait discrètement vers la cuisine, attentif à éviter l'endroit près de la porte de la salle de bain qui gémissait toujours trop fort. Dans la cuisine, Derek se déplaçait avec la précision d'un homme qui avait mémorisé chaque pouce de son domaine. Il cassa 2 œufs dans un bol, les battit avec une fourchette jusqu'à ce qu'ils deviennent jaune pâle, et les versa dans une poêle qui chauffait déjà sur la cuisinière. Le pain alla dans le grille-pain. Le jus d'orange sortit du réfrigérateur. Chaque mouvement était délibéré, efficace, né de 4 ans à faire ceci seul. 4 ans depuis que Jenny avait fermé les yeux pour la dernière fois, sa main devenant froide dans la sienne, tandis que leur fille de 3 ans dormait dans la pièce d'à côté, inconsciente que son monde était sur le point de se briser. Derek avait reconstruit ce monde, morceau par morceau, œuf par œuf, matin par matin. C'était la seule façon qu'il savait pour continuer, la seule façon d'honorer la promesse qu'il avait faite à Jenny dans ses derniers moments. « Prends soin de notre fille. Aime-la assez pour nous deux. » Le son de petits pieds traînant sur le sol le fit se retourner. Rosie se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux bruns, un désordre emmêlé, son lapin en peluche préféré pendant d'une main. Elle avait 7 ans maintenant, tout en jambes maigres et yeux curieux. Et chaque fois que Derek la regardait, il voyait Jenny lui sourire en retour, la forme de son nez, la façon dont elle inclinait sa tête quand elle pensait, l'expression têtue de sa mâchoire quand elle décidait que quelque chose importait. Rosie bâilla, frotta ses yeux avec sa main libre et traîna les pieds vers la table de la cuisine sans un mot. Elle n'était pas une personne du matin, sa fille. Mais elle avait appris à être présente quand même, parce que c'était ce que leur petite famille faisait. Ils se montraient les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Derek fit glisser les œufs brouillés sur une assiette, ajouta 2 tranches de pain grillé, avec juste une fine couche de beurre, la façon dont elle l'aimait, et le plaça devant elle. Il versa un verre de jus d'orange, le plaça à côté de l'assiette, et puis s'assit en face d'elle avec sa propre tasse de café. Ils mangèrent en silence confortable, le genre qui n'existe qu'entre les personnes qui ont appris à se lire l'un l'autre sans mots. Quand Rosie eut fini, elle le regarda et sourit, un petit sourire privé qui était juste pour lui. « Merci, papa », dit-elle, et ces 2 mots étaient suffisants pour que tout le reste en vaille la peine. Derek tendit le bras par-dessus la table et serra sa main. « Toujours, ma chérie. Maintenant, va t'habiller. Nous devons partir dans 20 minutes. » Le trajet jusqu'à l'école prenait 15 minutes quand le trafic était léger, 25 quand il ne l'était pas. Ce matin tombait quelque part entre les deux, et Derek utilisa le temps pour parcourir sa liste de contrôle mental pour la journée. Déposer Rosie à l'école, arriver au bureau pour 7 heures, préparer l'emploi du temps de Madame Shaw, son café, ses documents d'information,
anticiper ses besoins avant qu'elle ne sache qu'elle les avait. 3 ans, il avait travaillé comme son assistant exécutif, et dans ce temps, il avait appris à lire Adrian Shaw, la façon dont un marin apprend à lire le ciel. Il savait quand une tempête arrivait par la position de ses épaules. Il savait quand parler et quand rester silencieux par le rythme de sa frappe. Il savait qu'elle prenait son café à exactement 140 degrés, qu'elle préférait ses rapports organisés par priorité plutôt que par chronologie, qu'elle ne mangeait jamais de petit déjeuner, mais s'effondrait toujours vers 2 heures de l'après-midi si personne ne lui rappelait de déjeuner. C'étaient les petits détails qui composaient sa dévotion, les fils invisibles qui le connectaient à une femme qui connaissait à peine son nom. Rosie bavardait à propos de son prochain projet scientifique, tandis qu'il conduisait quelque chose sur les volcans et le bicarbonate de soude, et comment elle voulait faire la plus grande explosion de l'histoire de la classe. Derek écoutait avec la moitié de son attention, tandis que l'autre moitié errait, où elle errait toujours ces jours-ci, vers un bureau d'angle au 47e étage, vers une femme aux cheveux auburn et aux yeux verts, qui se déplaçait à travers le monde comme si elle était faite d'acier et de glace. Adrian Shaw avait construit son empire immobilier à partir de rien. C'était hissé d'une enfance dont elle ne parlait jamais, et c'était entouré de murs si hauts que personne ne pouvait voir par-dessus. Mais Derek avait passé 3 ans debout juste en dehors de ces murs, et parfois, dans des moments non gardés, il apercevait ce qui se trouvait derrière eux, un éclair de solitude dans ses yeux, quand elle pensait que personne ne regardait. La façon dont ses épaules se tendaient quand son téléphone sonnait, et que l'identifiant de l'appelant montrait le nom de sa mère. L'épuisement qu'elle essayait si fort de cacher sous son maquillage parfait et sa langue plus acérée. Il voyait tout cela, il voyait tout cela. Et il n'avait jamais dit un mot. Il s'arrêta devant l'école, et Rosie détacha sa ceinture de sécurité, attrapa son sac à dos et se pencha pour embrasser sa joue. « Je t'aime, papa », dit-elle, ouvrant déjà la porte. Derek attrapa sa main avant qu'elle ne puisse s'échapper. « Je t'aime plus, ma Rosie. Madame Patterson te cherchera aujourd'hui, d'accord? Je pourrais être en retard. » Rosie hocha la tête, habituée à cet arrangement maintenant, et puis elle fut partie, engloutie par le flot d'enfants coulant vers le bâtiment. Derek regarda, jusqu'à ce qu'elle disparaisse par les portes d'entrée, sa queue de cheval brune rebondissant à chaque pas, et puis il mit la voiture en marche et se dirigea vers le centre-ville. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 47e étage à 6h58, et Derek sortit dans l'élégance feutrée de la suite exécutive de Shaw Development. Le bureau de la réception était vide, le serait encore pendant 1 heure, mais Derek avait sa propre carte clé et ses propres routines. Il se déplaçait dans le bureau silencieux comme un fantôme, allumant les lumières, vérifiant la salle de conférence pour s'assurer que les chaises étaient alignées et que les verres d'eau étaient propres. Dans la petite cuisine adjacente au bureau d'Adriana, il prépara son café avec le même soin qu'un chimiste pourrait utiliser pour mélanger des composés volatiles. Grain frais du petit torréfacteur de la 5e rue, moulu ce matin-là. Eau chauffée à précisément la bonne température. Exactement 2 minutes et demie de temps d'infusion, il le versa dans sa tasse préférée. La blanche simple sans aucun logo, parce qu'elle avait une fois mentionné qu'elle trouvait les tests de Marc Ringard, et la porta à son bureau avec son emploi du temps pour la journée. Adriana arriva à 7h30, comme elle le faisait toujours. Derek entendit la sonnerie de l'ascenseur, entendit le claquement sec de ses talons sur le sol de marbre, et sentit son cœur faire cette chose de bégaiement familière qu'il faisait toujours quand elle était près. Elle portait un tailleur gris anthracite aujourd'hui, taillé à la perfection, et ses cheveux auburn étaient tirés en arrière en une queue de cheval élégante qui soulignait les angles vifs de son visage, belle et intouchable. Elle ne le regarda pas en entrant, ne reconnut pas sa présence au-delà d'un bref signe de tête dans sa direction. Elle marcha simplement vers son bureau, prit le café, prit une gorgée et ouvrit le dossier qu'il avait préparé.
La réunion Henderson a été déplacée à 10 heures, dit Derek, sa voix calme et professionnelle, ne trahissant aucun des sentiments tourbillonnants sous la surface. Leur CFO avait un conflit d'emploi du temps. J'ai ajusté votre déjeuner en conséquence. Les rapports trimestriels sont sur votre bureau, signalés par priorité. Et votre frère a appelé 2 fois hier soir. Je n'ai pas pensé que c'était assez urgent pour vous déranger. La mâchoire d'Adrien se serra presque imperceptiblement à la mention de son frère, une petite fissure dans son armure. Mais elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête à nouveau, et Derek se retira à son bureau en dehors de son bureau, où il passerait les 12 heures suivantes anticipant chacun de ses besoins, tout en prétendant qu'il ne remarquait pas la façon dont la lumière de l'après-midi attrapait les paillettes d'or dans ses yeux. La réunion du conseil commença à 2 heures et dura jusqu'à près de 6 heures. Derek regarda à travers les murs de verre de la salle de conférence, tandis qu'Adrian répondait aux questions de membres du conseil hostile, dévait les critiques sur la stratégie d'expansion de l'entreprise et défendait sa vision avec une férocité contrôlée. Elle était magnifique quand elle se battait, tout en arêtes vives et mots plus vifs, et Derek se retrouva à retenir son souffle tandis qu'elle affrontait des hommes 2 fois son âge qui ressentaient clairement de prendre des ordres d'une femme. Au moment où la réunion se termina, elle semblait épuisée d'une manière que le maquillage ne pouvait cacher. Ses épaules étaient tombées, les lignes autour de ses yeux s'étaient approfondies. Elle n'avait rien mangé depuis le café qu'il lui avait apporté ce matin-là. Derek l'intercepta dans le couloir en dehors de la salle de conférence. « J'ai commandé taille de cet endroit que vous aimez sur la 7e rue, dit-il doucement, se mettant au pas à côté d'elle. Cela devrait vous attendre dans votre bureau. Le curry vert extra épicé avec du riz jasmin et des rouleaux de printemps parce que vous n'avez pas déjeuné. » Adrian cessa de marcher. Pendant un moment, elle le regarda juste, et il y avait quelque chose dans son expression que Derek ne pouvait pas tout à fait lire, surprise peut-être, ou quelque chose de plus doux. « Merci, Derek, dit-elle, et sa voix était différente en quelque sorte, moins acérée que d'habitude. Je ne sais pas c'est ce que je ferais sans vous. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre. Mais Derek resta là, rejouant ses mots. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » C'était la chose la plus proche d'une reconnaissance personnelle qu'elle lui avait jamais donnée. À 8 heures, Derek frappa à sa porte. Elle était encore penchée sur son ordinateur portable, portant toujours cette expression épuisée qu'elle pensait que personne ne pouvait voir. « Je pars. À moins que vous n'ayez besoin d'autre chose. » Adrian leva les yeux et pour juste un moment, Derek vit quelque chose de vulnérable traverser son visage. Elle avait l'air seule, désespérément seule, assise dans son beau bureau entourée de tout ce qu'elle avait construit et personne avec qui le partager. « En fait, dit-elle, et sa voix vacilla légèrement. « Je dois rentrer à la maison. Cela vous dérangerait-il de me conduire? Ma voiture est au garage et je ne veux pas faire face à un covoiturage ce soir. » Derek hocha la tête, essayant de garder son visage neutre malgré la façon dont son cœur avait commencé à s'emballer. En 3 ans, elle ne lui avait jamais demandé de la conduire n'importe où. Bien sûr, je vais faire venir la voiture. Le trajet commença en silence, le genre de calme lourd qui vient quand 2 personnes ont trop à dire et aucune idée comment commencer. Ils étaient 20 minutes dedans quand Adrian parla finalement, sa voix si douce qu'il faillit la manquer. « Vous lassez-vous jamais de cela? De prendre soin de tout le monde? De vous mettre en dernier? » Derek considéra la question. « J'ai une fille, dit-il finalement. Elle a 7 ans. Son nom est Rosie. Prendre soin d'elle n'est pas fatigant. C'est la meilleure partie de ma journée. » Adrian se tourna pour le regarder avec une curiosité sincère. « Vous avez une fille? » « Je ne savais pas cela. » Derek sourit avec regret. « Vous n'avez jamais demandé. » Les mots planèrent dans l'air. Pas une accusation, mais une simple déclaration de fait. Quelque chose changea dans son expression. Quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. « Parlez-moi d'elle, dit-elle doucement. Parlez-moi de Rosie. » Et ainsi Derek fit.
Il lui parla des œufs brouillés et de la routine du matin, du projet scientifique avec le Vulcan. Il lui parla de Jenny, du cancer qui l'avait emporté, de l'apprentissage d'être à la fois mère et père à une petite fille qui méritait tellement plus qu'il ne pouvait lui donner. Il lui dit plus qu'il n'avait dit à personne en 4 ans, parce que quelque chose dans l'obscurité et le calme de la voiture, faisait que cela se sentait sûr. Adrian écouta sans interrompre, son armure habituelle tombant pièce par pièce. Quand il eut fini, elle fut silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit, « Elle a de la chance de vous avoir. Tout le monde n'a pas quelqu'un qui les aime comme ça. » Il y avait du désir dans sa voix. Derek ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'eut jamais la chance. Le camion vint de nulle part. Un semi-remorque massif qui avait grillé le feu rouge et fonçait vers eux. Derek le vit fondre sur le côté passager où Adrienne était assise, et il fit la seule chose qu'il pouvait. Il arracha le volant vers la gauche, essayant de se placer entre elle et l'impact. Le camion les frappa quand même. Un coup de côté qui envoya la voiture en vrille. Le verre se brisa. Le métal hurla. Derek sentit quelque chose craquer dans sa poitrine tandis que l'airbag se déployait. Et puis tout devint noir. Quand Derek ouvrit les yeux, il était étendu sur l'asphalte, entouré de lumière clignotante. Sa tête battait. Ses côtes hurlaient à chaque respiration. Mais tout ce à quoi il pouvait penser était Adrienne. Il se redressa et regarda vers l'épave. Le côté passager était détruit. Froissé vers l'intérieur, Adrienne était soulevée sur une civière, son visage pâle et immobile, ses cheveux auburn emmêlés de sang. À l'hôpital, Derek refusa de rester dans sa chambre. Il avait des côtes contusionnées, une légère commotion cérébrale et 12 pointes de suture sur son front. Mais il ne se reposerait pas jusqu'à ce qu'il sache pour Adrienne. Une infirmière lui dit qu'elle était en USI, qu'elle avait subi une lésion cérébrale traumatique, qu'elle était dans le coma, et il ne savait pas quand elle se réveillerait. Derek appela Madame Patterson, la voisine âgée qui gardait Rosie. « Ne vous inquiétez de rien, dit-elle. Rosie est en sécurité. Vous faites ce que vous avez besoin de faire. » Vers minuit, un médecin le prit à part. « Vous lui avez sauvé la vie. La façon dont vous avez tourné le volant, vous avez pris le plus gros de l'impact. Si vous n'aviez pas fait cela, elle serait morte. » Les mots ne firent pas sentir Derek mieux. Adrienne se battait toujours pour sa vie, et il n'y avait rien qu'il puisse faire. Les infirmières laissèrent Derek s'asseoir à côté du lit d'Adrienne dans les heures calmes de la nuit. Elle semblait plus petite en quelque sorte, gisant parmi les tubes et les fils. Il prit sa main dans la sienne, attentif à ne pas déranger la ligne. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, » dit-il doucement. « Les médecins disent que les patients dans le coma parfois le peuvent, alors je vais vous parler. Le nom de ma femme était Jenny. Elle est morte il y a 4 ans d'un cancer. Rosie n'avait que 3 ans. Je me souviens de m'être assis près de son lit, tenant sa main, priant pour un miracle qui ne vint jamais. Après qu'elle mourut, je ne pensais pas pouvoir jamais ressentir cela pour quelqu'un d'autre à nouveau. Et puis j'ai commencé à travailler pour vous. Et tout changea. Dans l'obscurité de son propre esprit, Adrienne Shaw se noyait. Elle était piégée entre la conscience et l'oubli. Et puis elle l'entendit. Une voix, basse et douce. Derek. Elle voulait lui dire qu'elle pouvait l'entendre, mais son corps n'obéirait pas. Elle ne pouvait que l'écouter. « Je n'ai jamais eu l'intention de tomber amoureux de vous, » continua Derek. « C'est juste arrivé. J'ai commencé à remarquer des choses. La façon dont vous frottez vos tempes quand vous êtes stressé. La façon dont votre voix devient plus douce quand vous êtes fatigué. La façon dont vous regardez par la fenêtre parfois. Comme si vous cherchiez quelque chose que vous avez perdu. Je sais que vous ne me voyez pas. Je sais que je suis juste le gars qui apporte votre café. Mais je vous vois, Adrienne, je vous ai toujours vu. Et je vous aime. Je vous ai aimé pendant 3 ans. » Le cœur d'Adrienne se brisa et se reconstruisit. À l'intérieur de son esprit, elle criait, essayait de l'atteindre. Personne ne l'avait jamais aimée. Pas comme cela.
pas sans vouloir quelque chose en retour. Derek vint chaque nuit pendant une semaine. Il avait mis au point un système avec Mme Patterson qu'il avait officieusement adopté lui et Rosie dans les jours suivant l'accident. Chaque après-midi, il irait chercher Rosie à l'école et passerait quelques heures avec elle, aidant avec les devoirs et faisant le dîner et lisant des histoires du soir sur des princesses et des chevaliers courageux. Puis, il conduirait à l'hôpital et s'assoirait à côté du lit d'Adrienne jusqu'aux premières heures du matin, lui parlant, lui racontant sa journée, sur la vie l'attendant si seulement qu'elle se réveillait. Un soir, tandis que Derek se préparait à partir pour l'hôpital, Rosie tira sur sa manche. « Papa, où vas-tu chaque nuit? » Derek s'agenouilla pour être au niveau des yeux avec sa fille. « Je vais rendre visite à quelqu'un, ma chérie. Quelqu'un qui est très malade et a besoin de compagnie. » Le visage de Rosie se froissa d'inquiétude. « Est-ce la dame de votre travail? Celle dont vous parlez toujours? » Derek sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas réalisé qu'il parlait d'Adrienne à la maison, n'avait pas su que ses sentiments étaient si évidents, même une enfant de 7 ans pouvait les voir. « Oui, bébé, c'est elle. Elle a eu un accident et elle dort maintenant. » Les médecins essaient de l'aider à se réveiller. Rosie y pensa un instant, puis elle courut à sa chambre et revint avec un morceau de papier et sa boîte de crayons de couleur. « Je vais lui dessiner un dessin, » annonça-t-elle. « Quand maman était malade, je lui dessinais des images et elle disait qu'elle la faisait se sentir mieux. Peut-être que la dame qui dort a aussi besoin d'un dessin. » Les yeux de Derek brûlèrent tandis qu'il regardait sa fille s'installer à la table de la cuisine et commencer à dessiner avec une concentration féroce. Une demi-heure plus tard, elle lui présenta sa création. Une princesse aux cheveux orange, dormant dans une forêt d'arbres violets, avec un homme et une petite fille se tenant la main à côté d'elle. « C'est toi, » expliqua Rosie, pointant l'homme. « Et c'est moi. Et c'est la princesse qui dort. Nous attendons qu'elle se réveille pour que nous puissions tous être amis. » Derek serra sa fille si fort qu'elle couina de protestation. « Je vais le lui donner ce soir, » promit-il. « Je suis sûr qu'elle l'aimera. » Cette nuit-là, il épingla le dessin au mur à côté du lit d'Adrienne, où elle le verrait si elle ouvrait les yeux. Chaque nuit, Derek parlait à Adrienne. Il lui parlait de ses journées, des farces des Rosie, de comment le bureau se sentait vide sans elle. Il lui parlait des petits moments qui composaient une vie, les œufs brouillés et les histoires du soir, et de la façon dont Rosie riait quand elle chassait les pigeons dans le parc. Il parlait de Jenny parfois, de l'amour qu'ils avaient partagé, et des leçons qu'elle lui avait apprises sur le fait de vivre pleinement, même quand le monde essayait de vous briser. Et il parlait de ses sentiments pour Adrienne, les sentiments qu'il avait enfouis pendant 3 ans, l'amour qu'il n'avait jamais espéré retrouver. À l'intérieur de son obscurité, Adrienne écouta chaque mot. Elle s'accrocha à sa voix comme à une bouée de sauvetage, la seule chose la maintenant attachée à un monde où elle n'était pas sûre de vouloir retourner. Elle pensa à chaque gentillesse que Derek lui avait montrée pendant 3 ans, tous les petits gestes qu'elle avait tenus pour acquis. La vitamine C sur son bureau quand elle tombait malade, laissée sans mots parce qu'il savait qu'elle la rejetterait si elle savait qu'elle venait de lui. Les réunions reportées quand elle était épuisée, les mensonges qu'il disait aux autres cadres pour protéger sa réputation, le cupcake avec une seule bougie pour son anniversaire, celui qu'elle avait rejeté comme inapproprié, même si quelque chose en elle craquait de désir. Maintenant, piégée dans cette obscurité, elle comprit finalement. C'était l'amour. Cela avait toujours été l'amour, et elle avait été trop effrayée pour le voir. Le 7e jour, la famille d'Adrienne arriva. Derek était assis à côté de son lit, sa main enveloppée autour de la sienne, quand la porte s'ouvrit en grand et qu'une femme en manteau coûteux entra. Elle avait la soixantaine, avec les mêmes cheveux auburn qu'Adrienne, bien que striés de gris et coiffée d'une manière qui suggérait des visites régulières au salon. Derrière elle vint un homme dans la quarantaine, avec un ricanement permanent, déformant ses beaux traits. Vivian Shaw, la mère d'Adrienne, et Carter Shaw, son frère aîné.
Vivian s'arrêta net quand elle vit Derek. Ses yeux le balayèrent, absorbant sa chemise froissée, sa barbe de 5 jours, sa main cailleuse, enveloppée autour des doigts pâles de sa fille. Sa lèvre se retroussa en un dégoût non dissimulé. « Qui êtes-vous? » Derek se leva lentement, relâchant la main d'Adrienne avec réticence. « Derek Callahan, madame. Je suis l'assistant exécutif d'Adrienne. Je conduisais quand l'accident est arrivé. Je voulais m'assurer qu'elle n'était pas seule. » Carter s'avança, se positionnant entre Derek et le lit, comme un chien de garde défendant son territoire. « Sa famille est ici maintenant. Vous pouvez partir. » À l'intérieur de son esprit, Adrienne cria. Pouvait entendre la voix froide de sa mère, la même voix qui lui avait dit qu'elle était sans valeur tout au long de son enfance. Elle pouvait entendre le dédain de Carter, le même ton qu'il avait utilisé quand il lui avait dit qu'elle n'arriverait jamais à rien, qu'elle était juste une fille jouant aux affaires. Et elle pouvait entendre le silence où la voix de Derek avait été l'absence de la seule chaleur qu'elle avait ressentie dans cette obscurité sans fin. Derek maintint le regard de Carter sans ciller. « En 3 ans à travailler pour votre fille, je n'ai jamais vu personne d'autre se présenter pour elle. Pas pour les nuits tardives au bureau quand elle travaillait jusqu'à minuit. Pas pour les vacances quand elle était assise seule dans son appartement. Pas pour son anniversaire qu'elle a passé dans ce même bureau parce qu'elle n'avait nulle part où aller et personne avec qui célébrer. Alors pardonnez-moi si j'ai pensé qu'elle pourrait vouloir quelqu'un ici quand elle se réveillerait. Quelqu'un qui se soucie réellement si elle vit ou meurt. » Le visage de Viviane rougit de colère. « Comment osez-vous nous parler ainsi? Vous ne savez rien de notre famille, de notre relation avec Adrienne. » La voix de Derek resta stable. « Vous avez raison. Je ne connais pas les détails, mais je sais ce que j'ai vu. Je sais qu'elle se crispe chaque fois que votre nom apparaît sur son téléphone. Je sais qu'elle ne vous mentionne jamais à moins qu'elle ne doive. Je sais qu'en 3 ans, c'est la première fois que l'un d'entre vous s'est présenté pour elle à quelque titre que ce soit. Peut-être que je suis juste un assistant. Peut-être que je n'ai pas le droit d'être ici. Mais au moins je me suis présenté. C'est plus que ce que je peux dire pour vous. » Le visage de Carter s'assombrit de rage. Il semblait prêt à donner un coup de poing. « Vous n'êtes qu'un assistant, une personne insignifiante. Connaissez votre place. » La voix de Viviane coupa la tension comme de la glace. « Appelez la sécurité. Faites enlever cet homme de l'hôpital. Il n'a rien à faire ici. » Mais avant qu'il ne puisse agir, Derek retourna au chevet d'Adrienne. Il se pencha près et murmura les mots qui changèrent tout. « S'il te plaît, ne meurs pas. Tu es celle que j'ai aimée depuis le début. Je sais que tu ne sais pas cela. Je sais que tu ne m'as jamais vu. Mais je t'ai vu. Chaque jour pendant 3 ans, je t'ai vu. Rosie t'a dessiné un dessin. Elle t'appelle la princesse endormie. Elle attend de te rencontrer. Je t'attends. S'il te plaît, Adrienne, s'il te plaît, reviens. » Il se redressa, des larmes brûlant ses yeux. Il se tourna pour partir, et puis il le sentit, des doigts se serrant autour de sa main. Faible, tremblance, mais inconfondable. Derek se retourna. Les yeux d'Adrienne étaient ouverts. Elle le regarda directement, son regard flou, mais présent. Ses lèvres bougèrent. Nœud. Pars pas. La pièce éclata en chaos. Des infirmières se précipitèrent, des médecins furent appelés. Vivian et Carter restèrent figés. Mais Derek tomba à genoux à côté de son lit, des larmes coulant sur son visage. « Vous êtes réveillé. » La voix d'Adrienne était rauque, se brisant. « J'ai entendu. » Tout. Vivian s'avança. « Adrienne, chérie. » Mais les yeux d'Adrienne ne quittèrent jamais Derek. « Mère, partez. J'ai besoin de parler à Derek seul. » Carter balbutia. « Il est le seul qui est resté. » Après qu'ils furent partis, Adrienne parla. « J'ai entendu chaque mot, chaque nuit. Votre voix m'a empêché de me noyer dans l'obscurité. » Ses yeux se rempliront de larmes. «
J'ai passé toute ma vie à construire des murs parce que j'étais terrifié de me blesser. Mais ces murs ont juste fait en sorte que j'étais toujours seul. Vous avez vu à travers tout cela. Vous m'avez vu quand je ne pouvais même pas me voir. Derek leva sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement. Je n'ai jamais voulu dépasser les limites. Je connaissais ma place. Je savais que vous étiez la PDG et que j'étais juste l'assistant. Mais l'amour ne se soucie pas des titres ou des hiérarchies. Il est juste. Et je ne pouvais pas m'empêcher de ce que je ressentais, même si je ne pouvais jamais agir dessus. Adrienne secoua lentement la tête. 3 ans, Derek. 3 ans, vous vous êtes présenté pour moi chaque seul jour. Vous vous souveniez de ma commande de café, mes préférences alimentaires, mon emploi du temps. Vous saviez quand j'avais une mauvaise journée avant même que je ne le sache moi-même. Vous avez pris soin de moi de 1000 petites façons. Et je ne vous ai même jamais remercié. Je ne vous ai même jamais vu comme une personne avec votre propre vie, vos propres luttes, votre propre cœur. Elle lui parla de son enfance alors, de la froide demeure où elle grandit, où l'amour était mesuré en réalisation et l'affection était retenue comme punition. Une mère qui valorisait les apparences par-dessus tout, qui lui avait appris que montrer de l'émotion était une faiblesse et avoir besoin des autres était un échec. Un père qui partit quand elle avait 12 ans pour une autre famille, un autre ensemble d'enfants, qui apparemment méritait sa présence plus qu'elle ne le faisait. Un frère qui voyait son succès comme une insulte personnelle, qui avait passé toute leur vie à essayer de la saper. J'ai appris tôt que l'amour était conditionnel. Adrienne continua, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, que les gens partent quand vous en avez le plus besoin. Alors j'ai cessé d'avoir besoin de qui que ce soit. J'ai construit mon entreprise, mon empire, mes murs. Je me suis convaincu que le succès était suffisant, que je n'avais besoin de rien d'autre, mais assise dans cette obscurité, vous écoutant parler de votre fille, de votre fille, de la vie que vous avez construite après avoir tout perdu, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Vous aviez tant perdu, Derek, mais vous aviez toujours de l'amour, vous aviez toujours de l'espoir. Vous aviez toujours de la place dans votre cœur pour plus. Derek lui serra la main. J'ai failli abandonner après la mort de Jenny. J'ai failli laisser le chagrin m'engloutir tout entier. Mais Rosie avait besoin de moi. Elle était si petite, si confuse, et elle avait besoin de son papa pour continuer. Alors je l'ai fait, un jour à la fois, un œuf brouillé à la fois, et quelque part en chemin. J'ai réalisé que l'amour n'est pas de se protéger de la douleur, c'est de trouver des gens qui valent le risque. Et je valais le risque, demanda Adrienne, sa voix tremblante. Vous avez toujours valu le risque. Derek répondit, dès le tout premier jour. 3 ans, Derek, elle murmura. 3 ans, vous m'avez aimé. Et j'étais trop aveugle pour le remarquer. Vous le remarquez maintenant, dit Derek simplement. C'est tout ce qui compte, une semaine plus tard. Adrienne était assez forte pour les visiteurs. Derek amena Rosie, qui serrait un papier roulé dans ses petites mains, comme s'il contenait les secrets de l'univers. Quand ils entrèrent dans la chambre d'hôpital, Rosie resta en arrière au début, soudainement timide en présence de la princesse endormie. Elle avait dessiné tant de photos d'eux. Mais alors Adrienne lui sourit. Un vrai sourire. Chaleureux et accueillant d'une manière elle n'avait jamais souri à personne dans la mémoire de Derek. Et le visage de Rosie s'illumina comme un matin de Noël. Vous êtes réveillée, vous êtes la princesse. Je vous ai dessiné tant de dessins pendant que vous dormiez. Papa les a mis sur votre mur pour que vous puissiez les voir. Les avez-vous vus? Je vous ai fait quelque chose de spécial. Elle tendit le papier en avant, pratiquement vibrant d'excitation. C'était un dessin au crayon de couleur, fait avec la concentration féroce que seule une enfant de 7 ans pouvait rassembler. 3 figures se tenant la main devant une maison, avec une porte en forme de cœur, un homme aux cheveux bruns, une petite fille avec une queue de cheval et une femme aux cheveux orange portant une couronne dorée. « C'est ce papa », expliqua Rosie.
pointant chaque figure à tour de rôle. Et c'est moi, et c'est vous. Vous êtes la princesse. Je vous ai dessiné une couronne parce que toutes les princesses ont besoin de couronne. Et c'est notre maison. Voyez le cœur sur la porte? Cela signifie que nous vous aimons. J'ai utilisé le crayon rouge spécial pour cela, parce que le rouge est la couleur de l'amour. Les mains d'Adrienne tremblèrent tandis qu'elle tenait le dessin. Ses yeux brillèrent de larmes qu'elle n'essaya pas de cacher. « C'est notre famille, » demanda-t-elle. Sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Rosie hocha la tête sérieusement, avec toute la gravité qu'une enfant de 7 ans pouvait rassembler. J'ai dessiné ce que j'ai souhaité. Et les souhaits deviennent réalité si vous croyez assez fort. Papa m'a appris cela. Il a dit si vous voulez quelque chose vraiment, vraiment très fort, et vous êtes une bonne personne, l'univers vous aide à l'obtenir. Je voulais une famille avec une maman. Et maintenant je vous ai. Adrienne tira Rosie dans ses bras, tenant cet enfant qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qui l'avait en quelque sorte revendiqué comme famille. Elle pleura ouvertement, sans honte. Pour la première fois en 38 ans, elle pleura pour toutes les années qu'elle avait passées seule, pour tout l'amour qu'elle s'était refusé, pour tous les murs qu'elle avait construits qui tombaient enfin. 2 semaines plus tard, Adrienne fut libérée. Elle ne retourna pas à son appartement-terrasse dans la ville, avec ses meubles coûteux et ses chambres vides, et vue sur un horizon qui n'avait jamais ressemblé à la maison. Elle alla à la place au petit appartement de Derek, où Rosie avait passé 3 jours à décorer une chambre avec des étoiles phosphorescentes au plafond, parce que les princesses ont besoin d'étoiles pour faire des vœux dessus, et des photos de magazines de jolies choses scotchées au mur. Ce premier matin, Derek se réveilla à son heure habituelle, son corps entraîné à ses premières heures. Mais au lieu de trouver une cuisine vide, il trouva Adrienne et Rosie déjà à table. Toutes deux encore en pyjama, cheveux en désordre, visage lumineux de sommeil. Rosie expliquait les finesses de son projet scientifique sur les volcans, tandis qu'Adrienne écoutait avec ce qui semblait être une fascination sincère, posant des questions et faisant des suggestions et traitant chaque mot de la bouche de l'enfant de 7 ans, comme s'il contenait une sagesse profonde. Derek fit des œufs brouillés pour 3. Il ajouta du pain grillé avec du beurre, versa du jus d'orange et du café, et plaça les assiettes sur la table, tout comme il l'avait fait des milliards de fois auparavant. Mais tout était différent maintenant. Tout était mieux. Ils mangèrent ensemble. Les sons du bavardage de Rosie remplissant la petite cuisine de vie et de chaleur, et le genre de joie que Derek n'avait pas ressenti depuis que Jenny était vivante. Et quand le petit déjeuner fut fait, Adrienne attrapa la main de Derek sous la table et la tint fermement. « Vous savez, dit-elle doucement, pendant 3 ans, vous m'avez fait du café chaque matin. J'ai toujours pensé que c'était juste votre travail. Juste. Quelque chose que vous faisiez parce que vous étiez payé pour le faire. Je n'ai jamais réalisé que c'était de l'amour. Chaque tasse a exactement la bonne température. Chaque emploi du temps parfaitement organisé. Chaque repas que vous avez commandé parce que vous saviez que j'oubliais de manger. Chaque fois que vous vous souveniez de choses sur moi que j'oubliais de moi-même. C'était tout de l'amour, Derek. Chaque seul moment de cela. Derek sourit. Ce sourire de regret qu'elle apprenait à chérir. Il vous a fallu 3 ans pour comprendre cela. Mais j'ai le reste de ma vie pour me rattraper à vous. Elle regarda Rosie, puis de nouveau Derek, et ses yeux contenaient une promesse qui allait au-delà des mots. Vous deux, je veux apprendre comment faire des œufs brouillés. Je veux aider avec les projets de volcans et les histoires du soir. Je veux être ici pour les petits moments, les jours ordinaires, les matins calmes qui composent une vie. J'ai passé 38 ans à construire un empire. Maintenant, je veux construire quelque chose qui compte réellement. Plus tard ce jour-là, ils allèrent au parc pour nourrir les canards. C'était une simple sortie. Le genre de choses que des millions de familles faisaient chaque week-end. Mais pour Adrienne, cela se sentait comme entrer dans un monde qu'elle n'avait jamais fait qu'observer de loin.
Rosie courut devant, serrant un sac de chapelure, sa queue de cheval rebondissant à chaque pas. Derek marcha à côté d'Adrian, leurs mains entrelacées, leurs épaules se frôlant avec une intimité confortable. Tandis qu'ils marchaient le long du chemin, passant d'autres familles et couples et enfants jouant sur l'herbe, Adrian s'arrêta soudainement et se tourna vers Derek. « Vous m'avez demandé une fois si je me fatiguais de prendre soin de tout le monde. J'ai pensé à votre réponse. Sur comment prendre soin de Rosie n'est pas fatigant parce que c'est la meilleure partie de votre journée. Je pense que je comprends finalement. Quand vous aimez quelqu'un, prendre soin d'eux n'est pas un fardeau. C'est un privilège. Personne ne m'a jamais appris cela. Mais vous l'avez fait. Vous et Rosie. À l'étang, Rosie trouva une plume. C'est une plume magique. Si vous faites un vœu dessus, il devient réalité. Adrienne s'agenouilla. Que vas-tu souhaiter? Rosie pensa un instant, puis elle secoua la tête. J'ai déjà eu mon vœu. J'ai souhaité une famille. Et maintenant j'en ai une. Derek enveloppa ses bras autour d'eux deux. 3 personnes qui avaient été perdues et étaient maintenant trouvées. Le soleil scintilla sur l'eau. « Papa, » dit Rosie, « dans La Belle au bois dormant, le prince réveille la princesse, n'est-ce pas? » Adrienne répondit. Cette fois, la princesse a réveillé le prince. Elle lui a montré que l'amour n'est pas d'être parfait, c'est d'être vu. Et votre papa m'a montré que les meilleures choses dans la vie ne sont pas ce que nous construisons pour impressionner les gens. Elles sont ce que nous construisons ensemble, comme des œufs brouillés le matin, comme des dessins avec des portes en forme de cœur, comme la famille. Rosie considéra cela. C'est une meilleure histoire que La Belle au bois dormant. Derek rit. Oui, ma chérie, ça l'est. Ils rentrèrent ensemble en voiture, à le petit appartement qui était devenu assez grand pour eux tous, à la chambre avec des étoiles au plafond, à la cuisine où Derek ferait des œufs brouillés chaque matin pour sa famille. Et si vous demandiez à Derek Callahan quelle était la meilleure décision de sa vie, il ne dirait pas prendre le poste d'assistant d'Adrienne Shaw. Il ne dirait pas tourner le volant cette nuit-là pour lui sauver la vie. Il dirait que ce fut le moment où il décida de parler. De dire à une femme dans le coma qu'il l'aimait, croyant qu'elle ne pouvait pas entendre. Parce que parfois les mots que nous murmurons dans l'obscurité sont ceux qui ramènent les gens à la lumière. Et parfois les gens que nous pensons ne nous verront jamais sont ceux qui ont attendu toute leur vie pour être